Bienvenue à ce live où j'avais envie de reposer un peu les bases du SEO. Donc l'idée c'est vraiment de faire un tour un peu général sur le fonctionnement de Google et finalement les critères qui comptent le plus quand on se préoccupe du SEO. Alors j'avais mis 1 heure, mais on va essayer de faire ça de manière un petit peu plus concise. L'idée c'est donc de définir un peu plus précisément ce que c'est le SEO, savoir ce qu'on doit écrire sur notre site. Et puis, je vous avais fait une sorte de petit plan d'action pour vous aider à mettre en place le SEO sur un site que vous pourriez aujourd'hui récupérer, un site client, ou sur un site, le vôtre par exemple, s'il existe déjà ou s'il est en construction. Pour les élèves qui sont dans Pragma, en fait, c'est une sorte de version accélérée de ce que vous pourriez avoir l'intention de faire dans le cadre de la formation, où on va aller forcément de manière plus profonde sur la création de plus de pages, etc. Donc là, on va se recentrer sur vraiment un petit espace du SEO et voir comment on peut faire progresser le référencement d'un site étape par étape. Bon, donc déjà, on va parler définition, évidemment. On va essayer de comprendre ce que ça veut dire écrire pour Google ou écrire pour ses clients. Je vous mettrai du coup ces fameuses 3 actions qui en fait, il y a 3 actions principales, mais je vous ai fait quand même un espèce de petit plan sur 7 jours. Et puis je vous parlerai aussi de mes erreurs de débutante dans ce domaine. Du coup, si vous voulez, alors sur les personnes qui sont là, a priori, je sais. Donc, vous pouvez essayer de vous positionner sur le SEO aujourd'hui. Alors, je sais que pour vous 3, en tout cas, et pour Camille, forcément, vous en avez non seulement déjà entendu parler, mais vous avez déjà travaillé des optimisations. Donc, ce sondage n'a pas vraiment d'intérêt vu l'audience d'aujourd'hui. Souvent, quand on découvre le SEO, on se dit, voilà, ça va être compliqué. Et en fait, finalement, c'est faux. C'est-à-dire qu'on peut faire du bon SEO, on peut référencer un site sans faire appel à des techniques extrêmement compliquées, à des hacks ou tout ce qu'on peut entendre dans ce domaine-là. On va reparler plus précisément des quelques éléments qui sont vraiment importants, qu'il faut soigner. Il y a aussi encore malheureusement des pratiques SEO qui sont vraiment à abandonner, qui vont être, je vais bourrer de mots-clés. Donc je vais mettre tous les mots-clés possibles, même si mes phrases sont mauvaises, difficiles à lire, que mon texte est indigeste, il faut que je mette ces mots-clés-là, il faut que je respecte un degré de densité, du coup je vais les répéter partout, etc. Donc ça c'est vraiment une erreur hyper importante, on va détailler pourquoi. Il y a aussi écrire sans tenir compte de l'intention de recherche, c'est-à-dire écrire sans se dire la personne qui tombe sur mon contenu, qu'est-ce qu'elle était en train de rechercher, qu'est-ce qui l'intéressait, et il faut que je réponde forcément à ce besoin d'information-là. Il y a aussi un risque, c'est de vouloir absolument tout dire sur une page. Vous avez une entreprise avec plein de services et vous allez vous dire il faut absolument que je parle de tout sur une seule page. Et ça, c'est une erreur, puisqu'en SEO, on va être sur une intention de recherche pour un petit groupe de mots-clés pour une page. Et dès lors qu'on sort de l'intention de recherche, qu'on est sur une intention différente, il faut basculer sur une autre page. Il y a aussi le fait de dire, voilà, ça c'est les mots-clés que je pense que les gens tapent, sans vérification, et du coup, je les mets. Donc sans faire de vérification, on va présupposer qu'il y a des volumes de recherche intéressants. Et en fait, ça ne va pas forcément être le cas. Et du coup, on va se retrouver à essayer de positionner notre page. Et ça peut marcher, hein, on peut sortir premier dessus facilement. Mais on aura 0 trafic puisque personne ne tape ces mots-clés-là sur Google. Après, il y a aussi, alors là, elle est un peu ambivalente celle-là, mais je vais publier mon contenu, puis après, j'oublie. Je regarde rien, je regarde pas ce qui se passe, je regarde pas si ça marche, si j'ai du trafic qui arrive dessus. Je me demande pas par quels mots-clés les gens arrivent, est-ce que c'est vraiment aligné avec le reste.
Voilà. Ou alors, au contraire, je vais passer mon temps à recharger ma Google Search Console pour regarder ce qui se passe et me dire, oh là là, j'ai pas de données, j'ai pas de trafic, j'ai pas de clics, et on va se mettre à stresser. Donc ça sera l'objet de la newsletter qui va sortir lundi prochain, justement, sur les résultats SEO des tout jeunes sites. Ou alors, on va publier peut-être un jour, mais on est en train de chercher à créer la page parfaite. Il faut qu'on ait trouvé le mot-clé idéal, il faut qu'on ait construit un contenu vraiment hyper aligné avec l'intention de recherche. On veut vraiment que tout soit parfait avant de le mettre en ligne. Et en fait, ça, c'est une erreur parce que souvent, du coup, ça reporte le temps où on publie. Ça ne tient pas compte du fait que une stratégie, c'est quelque chose qui s'ajuste dans le temps. Et qu'on peut avoir des surprises quand on met en ligne une page. On va se dire, tiens, j'avais pas pensé à ce mot-clé et je me rends compte que c'est celui qui m'attire le plus de clics ou le plus d'impressions. Et du coup, on peut refondre partiellement sa page sur la base de cette analyse-là. Donc en fait, mettre en ligne, même quand c'est pas parfait, c'est une source d'apprentissage et d'amélioration qui est énorme. Surtout, vous utilisez le chat et vous m'interrompez si vous avez des questions. Je vois justement que Jennifer, toi tu es quoi? Tu es de la team je recharge sans arrêt ma Google Search Console en espérant avoir des résultats. Parce que ça, effectivement, c'est normal. Oui, mais je comprends. Alors, le SEO, du coup, rentrons un petit peu dans le vif du sujet. Bon, c'est un sigle que vous connaissez. Vous savez probablement que ça veut dire Search Engine Optimization. En français, on va parler de référencement naturel. Donc, en gros, c'est un ensemble d'actions qu'on met en place sur un site de différentes manières. Je vais vous le détailler un peu mieux après. Et l'objectif, c'est que la page, et pas le site, on parle de page, que la page soit proposée par Google ou tout autre moteur de recherche à des gens quand ils tapent une requête en particulier ou des requêtes synonymes. Donc je vous ai mis un petit exemple pour clarifier. Si quelqu'un tape prof de français en ligne et que vous êtes un prof de français qui proposez vos activités en ligne, il faut que votre page que vous avez optimisée sur cette expression prof de français en ligne soit proposée en premier. Si c'est le cas, si vous avez bien bossé l'optimisation, vous sortez premier, la personne elle clique dessus, elle découvre votre offre et c'est vous qu'elle contacte. Donc l'idée c'est d'optimiser pour capter une audience qui est dans une démarche de recherche et vous avez la solution à sa recherche. Alors ça peut être un service ou un produit, mais ça peut aussi être une information. Donc le SEO, il s'applique à des pages qui sont là pour vendre ce que vous avez à vendre, mais aussi aux informations que vous voulez divulguer. C'est pour ça que souvent je vous parle de contenu transactionnel et de contenu informationnel et qu'on les traite tous les deux dans le contexte d'une stratégie SEO. Et le SEO, il participe à ce qu'on appelle l'inbound marketing, qui est donc une stratégie de marketing où on va aller se placer sur le chemin de notre prospect, puisque au lieu d'aller l'interrompre au milieu de quelque chose de tout autre, on va se placer là où lui, il est en train de faire sa recherche. C'est la grande différence, par exemple, avec le SEA, où, mettons, vous êtes sur les réseaux, vous êtes en train de regarder quelque chose, un contenu, et puis d'un coup, vous êtes interrompu par une publicité qui a parfois absolument rien à voir, mais ça interrompt votre écoute. Donc ça peut être au milieu d'un réel, par exemple sur Facebook maintenant, il y a des réels qui sont interrompus par de la pub, ça peut être un bandeau qui se met tout au long de la vidéo, ce genre de choses. Donc la publicité payante, elle va être là pour vous interrompre. De la même manière que dans le monde réel, vous êtes en train de rouler, vous allez d'un point A à un point B, puis vous avez des panneaux publicitaires. Ils interrompent finalement votre chemin. Tandis que le SEO, il va être là pour répondre à exactement ce que vous cherchez. Donc peut-être qu'avant de chercher un prof de français en ligne, vous allez vous dire comment progresser en français. Et donc là, vous êtes à la recherche de conseils. Et du coup, il faut un article de blog, par exemple, ou un livre blanc, quelque chose, un contenu informationnel qui va y répondre. Si par contre, vous êtes en train de chercher un prof de français en ligne, exactement ce service-là,
et ben effectivement, vous allez avoir besoin de tomber sur une page transactionnelle qui répond, qui présente ce service en particulier. Ça va, c'est clair pour vous? Ok. Donc on comprend que le SEO, il est là pour rendre votre site visible, mais pas pour rien. Il est là pour vous présenter aux bonnes personnes au moment où elles ont besoin de vous. Donc si vous êtes hyper jaloux d'un site qui présente des courbes de trafic hyper impressionnantes avec voilà, des milliers de visiteurs, etc. Tous les jours, dites-vous que peut-être que sur ce millier de visiteurs, très très peu de gens sont intéressés effectivement par le service qui est vendu derrière. En fait, nous, on ne cherche pas, quand on fait un bon SEO pour une entreprise, on ne cherche pas à avoir plus de trafic juste pour faire le beau, on cherche à avoir du trafic qualifié. Et ce qualifié, c'est comme quand on qualifie un lead, c'est avoir une adéquation entre la personne qui consulte le contenu et ce que nous, derrière, on veut vendre. Et ces visiteurs-là, il faut les aider dans leur parcours de réflexion jusqu'à leur décision d'achat, en les aidant à comprendre leurs besoins, l'identifier, comprendre notre offre, comparer notre offre avec des concurrents, leur indiquer le chemin pour qu'ils puissent réserver, ça peut être réserver un rendez-vous par exemple, qu'ils puissent acheter, demander un devis, nous contacter, etc. Donc on est là pour accompagner des actions. Donc l'idée, c'est vraiment d'utiliser son site comme une porte d'entrée dans notre tunnel d'acquisition, de la même manière qu'on le ferait avec nos réseaux sociaux, pour que on ait en permanence un flux de prospects potentiels qui prennent connaissance de notre existence, qui prennent connaissance de notre offre et qui nous contactent par la suite. C'est durable, le SEO, au sens où un contenu qui se positionne bien sur Google, il a peu de chances d'être dévalué très brusquement quand il est déjà en place depuis un petit moment. On dit même qu'un contenu type article de blog, il a une durée de vie d'à peu près 7 années. Ça peut être beaucoup plus aussi. Tandis que, évidemment, la durée de vie d'un... 2 petites secondes. Donc, reprenons. Du coup, tu m'as perdu, voilà. C'est malin. Ouais. Donc, voilà, c'est durable au sens où on va investir un effort dans la création de contenu, la mise en place d'un site, des choses comme ça, mais on va avoir des résultats pendant longtemps et ils peuvent aussi s'améliorer, c'est-à-dire qu'on aura beaucoup plus de résultats positifs au bout de 6 mois, 1 an que 2 semaines après la mise en ligne de ce contenu. Donc ils sont croissants et après ils vont avoir tendance à se stabiliser. Et si vous avez vraiment bien bossé, a priori il n'y a pas de raison que ce soit dévalué. Ce n'est pas du tout le cas sur du réseau social où on va avoir une durée de vie beaucoup plus courte, qui est de quelques heures, à moins de faire vraiment le buzz, d'avoir des repartages, etc. Et encore, ce ne sera jamais plusieurs années de diffusion d'un même post sur un réseau. Alors, c'est bien beau tout ça de se dire, voilà, je vais mettre en place plein de bonnes choses sur mon site si on ne comprend pas bien comment fonctionne Google. Donc, je ne vais pas vous faire un cours complet là-dessus, puisque de toute façon, vous l'avez dans la formation. Mais on va essayer de reprendre un petit peu le fonctionnement, les bases, et notamment si vous mettez le nez dans votre Google Search, ça va vous aider à comprendre. Donc en fait, Google, il n'est pas à vos ordres, et du coup, c'est pas vous mettez une page en ligne, puis d'un coup, pouf, elle est référencée sur son mot-clé. Il y a tout un processus qui va se mettre en place. Donc ce processus, il fonctionne par étapes. Donc d'abord, il y a l'étape de détection. Dans la Search Console, vous pouvez voir page détectée, actuellement pas indexée ou pas encore explorée. Donc quand on a une détection, comment ça se passe? Vous mettez en ligne votre site, votre page. L'URL, elle va être ajoutée dans votre sitemap, qui est donc le fichier dans lequel il y a toutes les URL de votre site que vous demandez à Google de visiter. Donc, il va principalement découvrir vos nouvelles URL via le sitemap ou alors via un autre lien qui serait inséré sur une autre page de votre site. Admettons que vous sortiez un nouvel article de blog, vous allez mettre un lien vers cet article depuis votre page d'accueil. En visitant votre page d'accueil, que Google connaît par exemple déjà, il va dire tiens, un lien, et pouf, il va s'y rendre.
on dit que Google, il navigue de lien en lien. Et c'est par cette méthode-là qu'il va détecter les nouveaux contenus. Donc ça, c'est la première phase. Il faut qu'il la détecte. Si votre URL, elle est référencée nulle part, c'est-à-dire si vous avez mis aucun lien vers elle sur votre site, sur d'autres sites, des sites de partenaires, etc., les réseaux sociaux, si vous n'avez pas mis votre URL dans le sitemap, la détection ne va pas se faire. Ça sera mécaniquement pas possible. Ensuite, il y a une phase d'exploration. Donc, il a détecté, très bien, il va aller la visiter. Dans l'exploration, il va aller récupérer plein d'informations, de textes, d'images, de vidéos, tout ce qui va être en lien avec le contenu. Et il va essayer de voir s'il arrive effectivement à l'explorer. Donc, il peut y avoir des blocages techniques. Une page, par exemple, qui met beaucoup trop de temps à charger, il va abandonner l'exploration. C'est pour ça que c'est super important aussi d'avoir un site qui charge bien. Mais il peut y avoir d'autres soucis techniques. Et c'est à ce moment-là en fait qu'il va aller regarder toutes les balises sémantiques que vous avez pu mettre. Par exemple, votre H1, vos H2, etc. Les textes alt. C'est là aussi qu'il va aller regarder si vous avez des données structurées. Donc en fait, il explore le code source de votre page et il prend un nombre d'informations impressionnantes pour pouvoir aller comprendre le contexte de ce que vous diffusez. Si l'exploration se passe bien, alors il va l'indexer. Ça veut dire qu'en gros, il va ajouter votre URL dans son index, qui est une sorte de méga fichier, une base de données, quoi. Et il va se dire, bon, cette page-là, très bien, j'ai réussi à l'explorer. Techniquement, il n'y a pas de blocage. Il y a bien des indications dans le code source qui vont me permettre de mieux la comprendre. Donc, je la mets dans mon index. Et là, il va envoyer des robots qui vont aller vraiment analyser le contenu. C'est une couche beaucoup plus profonde en fait que l'exploration. À ce stade-là, il peut très bien décider de ne pas maintenir son indexation. Si par exemple, il n'a pas trouvé assez de contexte, vous ne passerez pas cette phase 3 en fait. Et c'est seulement quand votre page elle a été détectée, explorée et indexée qu'elle a des chances d'apparaître dans les résultats. Mais ça reste des possibilités, un potentiel. Ça ne veut pas dire que c'est garanti. Et encore moins garanti que vous soyez dans le top 3, quoi. Donc là, il va aller, grâce à toute la sémantique, grâce à l'analyse contextuelle qu'il a fait de votre page, c'est à ce moment-là qu'il va se dire quelles sont les expressions que tapent les utilisateurs dans mon moteur de recherche qui correspondent au contenu qu'on vient de me proposer. Il va aller choisir sur quels mots-clés il vous positionne. Donc, si vous avez fait un bon travail d'optimisation, ça va être facile pour lui de savoir. Et puis, il peut aussi vous surprendre avec des requêtes synonymes que vous pourriez avoir oubliées, négligées. Et pourtant, quand même, vous positionner dessus. Mais si vous avez été peu clair, si justement vous avez essayé de parler de tout et de rien sur cette page, alors vous avez des chances finalement de ne jamais être vraiment proposé dans les résultats. Donc ça, c'est vraiment la base qu'il faut comprendre pour Google, quoi, sur son fonctionnement. Il faut qu'il détecte la page pour pouvoir l'explorer. S'il ne l'a pas explorée, il ne pourra pas l'indexer. S'il ne l'a pas indexée ou qu'elle est peu pertinente, alors elle ne sera pas proposée dans les résultats. Donc il y a tout ce cheminement-là et ça explique aussi ce sentiment d'inertie qu'il peut y avoir quand on publie un nouveau contenu, à ne pas le voir arriver dans les premiers résultats. C'est particulièrement vrai sur un jeune site qui n'a pas cumulé beaucoup d'autorité, qui n'a pas encore été beaucoup exploré, qui reçoit peu de liens externes. Donc forcément, voilà. Mais quand vous avez un site qui a bien pris, qui a pas mal de contenu, etc., à ce moment-là, vous allez être parfois agréablement surpris avec une page qui peut sortir première le lendemain de sa publication. Donc, si on détaille un petit peu les signaux que Google il utilise pour comprendre votre page, ça va vous aider à savoir ce que vous avez à travailler. Donc, en gros, je vous ai fait une liste. Il y a tout ce qui va être lié au contenu. Donc, évidemment, il va regarder dans la balise body tout ce que vous avez mis, de quoi vous parlez.
C'est là que si vous avez mis des mots-clés, par exemple, avec la balise strong, il va aller se dire, tiens, c'est un mot important, etc. Donc, ça l'aide à donner du contexte à votre page. Si vous avez mis des liens contextualisés, c'est pareil. Il va aller essayer il va renforcer sa compréhension grâce à toute la sémantique qui entoure le lien. Il va regarder la balise... il va regarder la balise head dans laquelle il y a le title, la métadescription, etc. Donc les balises OG, etc. Donc il va aller regarder tout ça. Et ça, c'est pareil, c'est un indice très fort pour lui, pour comprendre de quoi traite la page. Il va regarder à l'intérieur du body tout ce qui va être les titres intermédiaires, les H2, H3, etc. Les attributs alt des images. Donc bien sûr, il faut toujours garder cette double chose en tête, que bien sûr, vous pouvez glisser du mot-clé dans vos textes alt, vos attributs alt, mais il faut quand même toujours se dire, le premier usage, c'est l'accessibilité. Donc décrivez de manière naturelle ce qu'il y a sur la page, et normalement, vous allez forcément glisser au moins des mots du champ sémantique principal de votre page. Il y a d'autres signaux. Si vous avez mis des vidéos, si vous avez mis des photos, si vous avez mis tout un tas d'autres choses, des foires aux questions, etc., il va aller aussi les explorer. Il va aussi aller regarder des éléments techniques dont on n'a pas trop parlé, mais par exemple, si vous avez attribué une URL canonique, donc la plupart du temps, la canonique, c'est elle-même, c'est l'URL elle-même. Ça, ce que ça signifie pour Google, c'est l'URL que je suis en train d'explorer. C'est l'URL que je dois référencer. Et si vous avez mis une autre canonique, en fait, il va se désintéresser de cette page et il va de toute façon aller indexer et référencer la canonique que vous avez mise. Donc ça, c'est assez important, notamment en e-commerce, parce que si vous voulez avoir une certaine économie de votre budget crawl, vous allez essayer de ne pas mettre pour chaque fiche produit, pour chaque variation en fait, du produit, la canonique qui est la même URL. Je prends par exemple, j'ai un produit robe de soirée. Si vous indexez robe de soirée et vous dites ça c'est la canonique, voilà, à chaque fois que quelqu'un va acheter une robe de soirée, on peut imaginer que vous soyez proposé. Mais maintenant vous avez une robe de soirée pailletée, c'est une version du produit, une robe de soirée noire, une robe de soirée bordeaux, etc. Et en fait, vous pouvez créer autant d'URL qu'il y a de variations. Mais pour toutes ces URL-là, vous pouvez dire la canonique, donc l'URL de référence, ça reste quand même le produit principal, la robe de soirée. L'avantage de faire ça, c'est que vous allez demander à Google d'indexer moins d'URL et vous n'allez pas ressortir avec l'URL de la variation, mais avec l'URL principale. Pour autant, il faut savoir que toutes les variations, si vous les évoquez sur votre fiche produit principale, elles vont aussi être des portes d'entrée. Ça veut dire que votre page robe de soirée, si vous, dans le contexte de la page, vous dites qu'elle existe dans une déclinaison pailletée, noire, bordeaux, etc., quand quelqu'un tapera robe de soirée pailletée ou robe de soirée noire, vous pourrez sortir quand même. Donc ça ne vous prive pas de SEO, mais par contre, c'est vraiment une bonne pratique pour économiser du budget crawl globalement. Ça, c'est un petit peu technique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je vais regarder le chat, il y a un petit peu. Non, c'est bon. Et puis, il y a aussi ces fameuses données structurées. Donc, ça fait partie des blocs de Pragma que je vais améliorer parce que finalement, il y a quand même un énorme potentiel et on le balaye un petit peu trop vite. Les données structurées, vous avez pu le voir dans le cours, c'est des codes qu'on va aller insérer dans la balise head d'une page. Et il existe tout un tas de schémas. C'est-à-dire que si par exemple j'ai une page contact, je peux mettre le schéma contact page. J'ai un business local, je mets celui que je vous fais faire principalement dans la formation, un schéma local business. Vous avez une page service dans laquelle vous avez mis une foire aux questions, vous pouvez rajouter une donnée structurée FAQ. Toutes ces choses-là, en fait, elles viennent en complément de ce que vous avez écrit dans votre balise body et elles vont accélérer la compréhension du contenu par Google. Donc voilà, ça marche pour les articles de blog, etc. Donc ça, c'est des choses il faut faire parce que ça va enrichir aussi les signaux et du coup valoriser votre page pour Google.
Donc plus vous allez avoir de signaux et plus ils seront cohérents entre eux, forcément, plus vous allez pouvoir augmenter vos chances d'être indexé et référencé sur le moteur de recherche. Les données structurées, je vous en ai déjà parlé, donc je ne vais pas refaire un petit point là-dessus, on l'a dit. Alors, on bascule sur la deuxième partie. Je voulais vous rappeler un petit peu ce que c'est la différence en fait entre écrire pour Google, écrire pour les humains. Est-ce que c'est vraiment différent? Est-ce qu'il faut le traiter différemment? Donc en fait, souvent on pense qu'il faut qu'on choisisse. Donc, déjà, c'est non, évidemment. Un bon contenu SEO, il va s'adresser aux deux. Il faut que le moteur de recherche puisse comprendre de quoi il s'agit, mais il faut bien sûr que le contenu soit utile pour la vraie personne, l'humain qui vous lit. Sinon, si on se dit que les choses sont segmentées, on va se concentrer sur l'un ou l'autre. Et dans un cas, on va livrer un texte qui est vraiment imbuvable, bourré de mots-clés, qui est désagréable à lire. Vous avez dû tomber sur ce type de contenu sur Google dans vos recherches. Il y en a plein. Soit vous allez écrire quelque chose qui est vraiment sincère, qui est vraiment aligné avec votre marque, mais qui en fait correspond à aucune recherche précise. Et du coup, il n'y a personne qui la visite, la page. Donc, en fait, il faut trouver un endroit de compromis entre les deux. Et donc, ce compromis-là, c'est soigner tous les éléments qu'on vient de voir qui sont les signaux importants pour Google, mais tout ça avec une véritable adresse à la cible. Donc, il faut que mon titre, mon sujet, mes sous-titres, mon vocabulaire, les informations que je délivre, tout soit cohérent avec l'intention de recherche pour que l'humain soit satisfait de ce qu'il lit et qu'il ait envie d'aller plus loin. Et en même temps, il faut que j'ai utilisé correctement les balisages proposés par Google. Donc, vous allez, quand vous vous formez, vous vous auto-formez, vous faites de la veille sur le SEO, pardon. Vous allez tomber sur plein de blogs, vous allez tomber sur des soi-disant experts du SEO, etc. En fait, dites-vous que la seule source de vérité pour bien écrire, c'est les guidelines de Google. Donc, je pense que cette URL, vous l'avez dans la formation, vous la connaissez maintenant. Donc, vous allez sur ce site et c'est là que vous allez avoir les indications données par Google. Alors, Google, il ne va pas vous donner comment il calcule le PageRank des pages. Il ne va pas vous donner les grands secrets de son algorithme, etc. Il vous dit quelles sont les bonnes pratiques que vous devez mettre en place en tant que créateur de contenu, propriétaire de site, pour que lui, il s'intéresse et il valorise votre contenu. Voilà. Donc, c'est votre seule source de vérité. Basez-vous là-dessus. C'est vraiment c'est la meilleure chose à faire. Donc, en vrai, ce qu'on fait quand on écrit pour nos clients. Parce que tout ce principe d'attirer du trafic qualifié, c'est de faire du business. Donc, il faut attirer nos clients. Donc, on part de leurs vraies questions. On utilise leur langage. On fait appel à leurs doutes. On essaie de les lever. On répond à leurs besoins. On n'est pas là pour faire joli. On n'est pas non plus là pour faire plaisir à Google. On est là pour produire un écrit qui est cohérent avec le parcours d'achat qu'on a défini pour nos prospects. Je vois qu'il y a des petites questions. Je vous ferai de toute façon sur les données structurées un petit pitch. Alors sur le site fait par Julien, vous avez un endroit où insérer votre schéma. Donc sur comment les intégrer sur le site de Julien, c'est facile. Sur un WordPress, c'est les moins. C'est-à-dire que si vous installez un outil comme Yoast, il va en fait vous donner des choix, donc surtout si vous l'avez en version gratuite, vous allez pouvoir dire ça c'est une FAQ page, ça c'est ci, ça c'est ça. Il va construire lui-même les données structurées. Mais vous avez aussi des plugins que vous pouvez mettre pour vraiment personnaliser vos propres données structurées. C'est ce que j'ai fait sur le site d'Elisa. Je ne me souviens plus comment il s'appelle ce plugin, mais franchement, après, ça reste quand même galère, parce qu'après, il faut demander à Yoast de ne pas produire les données structurées, parce que sinon, c'est pas pénalisant, mais elles s'ajoutent et ça crée quand même du flou. Donc voilà. Mais en gros, si vous voulez, c'est exactement ce que vous dites avec vos mots dans votre page, mais sous forme de code. Donc c'est dire, par exemple, sur votre page business,
Nom de l'entreprise, c'est ça. Le site de l'entreprise, c'est cette URL. Ses réseaux sociaux, c'est ça, ça, ça. Son adresse postale, elle est là. Ses coordonnées, du coup, latitude, longitude, les voici. Sa gamme de prix, par exemple. Ses services. Vous voyez, en fait, c'est un descriptif de l'entreprise que vous allez aller glisser à un endroit. Et un schéma FAQ, par exemple, bah, ça va être quelle est la question, quelle est la réponse. Quelle est la question, quelle est la réponse. C'est tout. Donc c'est 100% fidèle au contenu que l'humain va aller lire, mais c'est encodé d'une certaine manière. Voilà, c'est pas plus compliqué. Donc, pour clarifier un petit peu, j'écris avec mon cœur et je vais écrire en titre de mon site « Bienvenue sur mon univers », enfin, d'ailleurs j'aurais dû mettre dans mon univers pédagogique et humain. C'est vrai que c'est chaleureux, on se sent accueilli et tout, pourquoi pas. Mais on ne sait absolument pas ce que c'est. Parce qu'en fait, n'importe qui pourrait proposer quelque chose de pédagogique et d'humain. On ne sait pas vraiment de quoi il s'agit. C'est pas clair. Ça, c'est un mauvais titre pour une page SEO. J'écris maintenant cours particulier de maths au collège en visio. Oui, c'est clair. Le service est bien clair. Il répond à une intention transactionnelle. Quelqu'un qui cherche des cours particuliers de maths pour le niveau collège en visio. Donc, je réponds à un vrai besoin. J'ai une cible qui est bien identifiée. J'ai clairement des mots-clés que les gens peuvent être amenés à taper dans Google. Pour autant, ça ne veut pas dire que ce fameux univers pédagogique et humain, je ne vais pas le faire transparaître dans ma page. Ce n'est pas parce que mon titre n'intègre pas des choses un petit peu de l'ordre des valeurs que je me dévoie. Dès la phrase d'en dessous, dès le paragraphe d'en dessous, puis à l'intérieur de tous mes paragraphes, dans le choix des mots que je vais faire transparaître ces fameuses valeurs-là. Donc on ne sacrifie pas son identité de marque, mais on reste rationnel par rapport à l'usage que les gens ont d'un moteur de recherche et du rôle qu'on veut que notre site joue dans ce principe-là. Donc là, je vous avais résumé, mais maintenant, je pense que c'est assez clair et par rapport notamment à ce que vous avez appris dans Pragma. N'écrivez pas un contenu si vous n'avez pas un sujet qui est bien clair avec un bon périmètre, que vous ne répondez pas à une intention de recherche que vous avez bien définie. Si vous ne produisez pas un texte qui est utile, vous répétez ce qu'on peut trouver partout ailleurs, sans intérêt, ou que vous avez déjà dit dans plein d'autres contextes. Écrivez des pages qui sont agréables à lire. Alors des fois, ça suppose l'écrire et puis patienter en fait, la relire plus tard pour justement réussir à avoir un peu de recul. Sinon, prenez des lecteurs externes. Utilisez la communauté Pragma pour ça, par exemple. Et puis, il faut une promesse explicite. Il faut que la personne qui arrive, elle est dans une démarche de recherche d'infos parce qu'elle a un problème, il lui manque une info. Ben, il faut promettre et effectivement le faire, que ce problème-là va être résolu à la lecture du contenu. Donc, si vous maîtrisez bien votre cible, si vous parlez le même langage qu'elle, et si vous maîtrisez ces quelques éléments d'optimisation de contenu, vous allez pouvoir produire un bon contenu SEO qui a des chances de se positionner. Et vous voyez que ce n'est pas de l'ordre du hack. Donc, si on devait partir sur les 3 actions de base, vous avez par exemple déjà un site ou un client vous délivre un site. Vous n'allez pas tout révolutionner d'un coup. Déjà parce que vous allez créer une instabilité au niveau de Google. Si c'est un site qui a déjà un petit peu d'existence, d'autorité, de SEO, vous risquez de compliquer en fait tout le principe de l'exploration, de l'indexation, du référencement. C'est pas une bonne chose à faire. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas obligé d'auditer et de planifier tout ce que vous allez faire à l'échelle du site complet. Mais par contre, vos actions, vous allez les mener page à page. Donc, si aujourd'hui, vous avez un petit site vitrine, que ça rame, que vous avez quand même déjà patienté et que pour autant, vous n'arrivez toujours pas à sortir dans Google, vous allez choisir une page importante. Alors, si par exemple, c'est l'accueil qui pose problème, partez de ça. Partez déjà de votre page d'accueil. Mais si la page d'accueil, ça va plutôt bien, mais que vous avez une offre qui n'est pas valorisée, qui ne reçoit pas de trafic, concentrez-vous sur cette page offre. Essayez en fait à chaque fois de trouver la page qui est la plus stratégique au niveau business. Commencez par les pages business de toute façon.
Donc sur cette page, vous allez auditer, faire des petites vérifications. Déjà, faites une lecture humaine. Est-ce que vous, en tant qu'humain, vous comprenez de quoi il s'agit? Est-ce que l'offre vous paraît claire? Est-ce qu'il faut scroller pendant 3 heures avant de savoir ce qu'on essaie de nous vendre? Est-ce que dès le titre, au contraire, je sais clairement déjà ce qu'on va me proposer? Est-ce que le texte, il est bien aligné avec la promesse, avec le titre? Ou est-ce que ça part dans tous les sens? On me parle finalement de tous les services de la boîte. Est-ce que si je lis que les sous-titres, il y a une certaine logique? Ou est-ce que ça part aussi dans tous les sens? Et puis finalement, est-ce que cette page me propose un passage à l'action? Est-ce que ce passage à l'action, il est cohérent avec ma démarche commerciale? Et est-ce que c'est suffisamment mis à des endroits stratégiques? Parce que si vous avez une page de 4000 mots et qu'il y a un bouton à la fin, c'est mort. Il n'y a personne qui va aller au bout de vos 4000 mots, en fait. Donc, le mettre à la fin des 4000 mots, oui, mais mettez-en avant, mettez-en à plusieurs endroits, donc des call to action pour que les gens, à un certain endroit, se disent « Je suis suffisamment convaincu, j'y vais ». Vous allez faire ça et vous allez patienter un petit peu, éventuellement demander via la Search Console à Google de repasser sur cette page-là. Et vous attendez un petit peu et vous regardez. Est-ce que ça prend ou pas? Est-ce que ces améliorations ont été suffisantes? Si ce n'est pas le cas, on reprend. Des fois, la page elle-même est bien, mais en fait, elle reçoit très très peu de liens depuis d'autres pages. Et donc, on se dit, elle a atteint son potentiel maximal en l'état. Il va falloir maintenant que j'améliore le maillage pour aller la pousser, pour que le SEO des autres pages vienne l'enrichir. Et si je n'ai pas encore mis en place, par exemple, de blog ou autre, c'est peut-être le moment de le planifier et de se dire quels sont les contenus dans lesquels je pourrais naturellement insérer des liens vers cette page offre, par exemple, que je veux valoriser. Ça, c'est l'optimisation de base. C'est j'analyse ma page et je fais mon possible. Peut-être que vous allez vous dire, en fait, le gros problème de cette page, c'est que je l'ai écrite avec mon cœur, mais à aucun moment j'ai pensé mots-clés. Donc du coup, il faut travailler le mot-clé. Quel est le mot-clé de départ, la requête principale sur laquelle je veux être positionné? Et je vais aller modifier ma page en ce sens. Des fois, c'est une surcouche d'optimisation. On n'est pas obligé de révolutionner tout le contenu. C'est même idéalement la bonne démarche, plutôt que d'écrire d'abord avec l'intention SEO, d'aller peaufiner et mettre du SEO dans un contenu humain, c'est préférable. Et du coup, je vais aller insérer une sémantique autour de ça. Il faut que votre mot-clé principal, il ait un certain volume de recherche et il faut qu'il soit aligné avec votre contenu. Donc, je vous ai mis des petits exemples. Cours de FLE en ligne, coach burn-out enseignante, coucou Aurélie, ça pourrait te parler, photographe mariage Avignon. Vous voyez, il faut un mot-clé, une expression qui ne se contente pas d'un seul mot. Je ne vais pas faire une page FLE. Voilà, je ne vends pas du FLE, je vends spécialement des cours de FLE en ligne. Donc c'est pour ça que je vous mets attention aux mots-clés génériques qui sont trop concurrentiels, mais en plus, ils sont assez peu proches de l'intention de recherche. Souvent, les gens, quand ils tapent un mot-clé générique, en fait, ils veulent une traduction ou une définition. Ils ne veulent pas du tout un service. Donc souvent, un mot-clé efficace, c'est un groupe nominal avec ou non une géolocalisation. Souvent, il y a des compléments circonstanciels en fait autour et des verbes d'action notamment. Si c'est des contenus informationnels, il y a des mots interrogatifs comme comment, quel, etc. Et publier des contenus qui soient utiles. Quand vraiment il a passé le tamis de la qualité pour l'humain, des critères importants pour Google, et que vous avez analysé votre concurrence et que vous vous positionnez à un endroit où elle n'est pas, ou qu'elle est peu nombreuse, alors vous avez un contenu utile. Admettons par exemple que vous traitiez un sujet qui est assez concurrentiel sur votre blog et que, comme 100% de vos concurrents, vous proposiez un article de blog à rallonge. Voilà. Et finalement, il y a un vide. Pourquoi pas imaginer que vous alliez répondre à cette requête avec un nouveau format, une vidéo par exemple. Vous faites un tuto vidéo parce que vos concurrents ne le font pas ou que la concurrence sur la SERP est beaucoup plus faible.
Ou alors, vous vous rendez compte finalement qu'il y a très peu que la partie People Also Ask, elle est peu enrichie et que très rapidement, les questions proposées par Google, ça dévie du sujet principal. Vous pouvez peut-être créer, vous, une super bonne page FAQ qui traite de questions-réponses assez directes et qui donne de la matière à Google, qui va se dire, tiens, cette question, elle n'est pas traitée, je peux le rajouter. En plus, ça ne fera pas de mal pour votre citation sur les IA, donc c'est intéressant. Donc, c'est des stratégies comme ça. Par exemple, quand j'ai démarré il y a 4-5 ans avec mon client qui est organisme de formation dans le domaine de la sécurité au travail, on s'est rendu compte qu'il avait des sessions de formation. Donc, d'un point de vue SEO, c'est ce qui se rapproche de l'événement, donc les fameuses données structurées de type event, et qu'aucun de ses concurrents ne le faisait. Donc, on a créé des events. Et du coup, on prenait toute la place sur la page de résultats parce qu'on avait notre lien avec title, machin, description. On avait des sous-liens avec toutes les pages locales dans lesquelles on avait inséré les events. On avait une description de nos événements. C'était trop top. Bon, il se trouve que 2 ans plus tard, il a déprécié en fait ce type-là de format Google pour faire de la place sur ses SERP. Et du coup, maintenant, ça n'apparaît plus. Mais pendant 2 ans, on a profité de ça et on a vraiment absorbé tout le trafic possible par rapport à nos concurrents. Donc, c'est des opportunités. Et un contenu utile, il est utile, bien sûr, pour les gens. Tout le monde n'a pas envie de lire un article de 200 000 mots. Il y a des gens qui préfèrent le format vidéo. Mais c'est aussi utile pour Google qui va avoir des opportunités pour enrichir sa page de résultats, pour la varier. Et en fait, ça, il va naturellement vous récompenser. Donc, pour y arriver, essayez de taper des requêtes synonymes de votre cible et essayez de voir quels sont les contenus proposés par Google. C'est ce que je vous fais faire dans l'étude de mots-clés où je vous dis, allez regarder quels sont les types de contenus qui sortent pour les mots-clés que vous trouvez. Et vous voyez que des fois, il y a de la position 0, une fiche contact, des People Also Ask, de la vidéo, des recettes. Enfin voilà, il y a plein de possibilités d'avoir des extraits enrichis. Et ça, c'est des manières d'attirer du trafic. Donc, je vous donne quelques petites erreurs que j'ai faites, moi. Déjà, quand j'ai découvert le SEO, j'ai écrit les plus mauvais textes que j'ai écrits de ma vie. En fait, d'un coup, je me disais, tout doit être SEO. Et donc, j'étais hyper rigide sur ça. Et en plus, je me disais, tu peux pas sortir un site où il y a une page bien optimisée, puis tout le reste ne l'est pas. Donc, j'ai mis des heures et des heures, des jours sur un seul projet, parce que je me disais, il va falloir qu'on le sorte vraiment en refonte totale avec 100% des contenus réoptimisés. Et si c'était à refaire aujourd'hui, c'est ce que je fais d'ailleurs aujourd'hui, quand j'ai des clients qui viennent à moi, souvent je dis on va travailler page à page. Alors quand c'est un petit site de 4-5 pages, non, pas forcément. Pour Elisa, par exemple, on a tout fait. Mais sur des gros sites, souvent c'est ce que je fais. Je dis on va prendre des groupes en fait de pages. On va peut-être travailler que les pages principales, après les pages offres un peu spécifiques, etc. Puis là, on fera le blog et peut-être même pas tout le blog. On va avoir des critères de sélection et on fait bloc par bloc. Déjà, c'est plus gérable pour un budget client, souvent. Mais en plus, ça ne vous met pas devant une tâche en mode mission impossible et vous allez vous arracher les cheveux. Donc, si vous n'êtes pas accompagné dans le SEO et que vous avez à faire ce travail-là, commencez petit. Et vous verrez que la tâche est beaucoup plus facile à prendre en main. Moi, en tout cas, je sais que c'est une erreur qui m'a coûté, avec des reproches du genre c'est trop long pour le client d'obtenir des résultats. J'ai aussi écrit trop vague. Ça, des textes avec des phrases de 3 km de long, en mode Proust, poétique, etc. Ou alors super corporate, avec un vocabulaire que n'importe quelle boîte, dans n'importe quel secteur pourrait utiliser. Mais j'en ai produit plein. Ce que je vous mets souvent quand je corrige votre travail, c'est ça, c'est est-ce que ce titre, on pourrait le retrouver sur le site d'une nana qui fait tout autre chose que toi. Genre, mes services. Si c'est vrai, ça veut dire que c'est pas bon. C'est trop vague et c'est pas optimisé. Et on ne sait pas qui vous êtes ni ce que vous faites.
Donc, il faut trouver des manières d'introduire, par exemple, vos services, si vous voulez dire ce que vous faites, mais qui soient vraiment spécifiques à votre activité. Mes coachings, c'est déjà mieux, par exemple, pour un coach que mes services. Donc ça, moi, j'en ai fait plein. Et aussi, on arrive souvent à l'écriture web avec une fibre littéraire. Et on a souvent tendance à appliquer notre façon d'écrire des nouvelles, etc., un style qui ne colle pas avec l'écriture web. Donc, revenez régulièrement sur les cours où je vous donne toutes les clés de l'écriture web et imposez-vous ça comme contrainte, de la même manière que vous auriez des contraintes littéraires. Si vous voulez écrire dans un certain genre, par exemple, ça fait partie de l'exercice. C'est des phrases courtes, parce que sur le web, sur un écran, on ne lit pas de la même manière que sur un livre. C'est des retours à la ligne, c'est des espacements, c'est des listes. Il y a déjà formellement plein de choses à penser. Et puis, c'est aussi en termes de verbes. Quand vous écrivez un texte, essayez d'aller à la pêche aux verbes creux, les verbes qui ne veulent rien dire. Permettre, pouvoir, mon entreprise peut faire ça, elle vous permet de... Non, on enlève. Vous allez direct au verbe suivant. Et vous allez voir, vous allez passer en fait dans un langage qui est beaucoup plus actionnable, qui est dans l'action, qui est à la voix active aussi, et qui est beaucoup plus performant qu'avec tous ces verbes qui vous font faire des détours. Il y a aussi ce truc de j'ose pas trop. Voilà, j'ai un peu appris le SEO, mais j'ose pas trop, j'ai l'impression que je vais me tromper, que ma stratégie va pas être la bonne, du coup je fais rien en fait. Mais en fait, c'est pas grave si vous optimisez une page sur le mauvais mot-clé et que ça porte pas ses fruits, qu'au bout de 3 mois vous vous rendiez à l'évidence que le choix était mauvais. C'est pas grave. Vous avez appris de cette expérience-là et puis vous pouvez retravailler. Une page, quand elle est remise à jour, rafraîchie, elle est revisitée par Google, donc il n'y a pas, vous n'êtes pas enfermé en fait dans cet échec-là. Donc vous pouvez faire des tests, des améliorations progressivement. Je pense que ça c'est important aussi. Moi, mon site AdMob, il a mis 4 ans à sortir en fait, parce qu'à chaque fois j'avais peur. Et au final, là, j'ai fait des tests. J'avais pas du tout de stratégie SEO locale jusque-là. Et puis, je sais plus si c'est l'été dernier ou à l'automne, j'ai dit tiens, je vais tester. Et j'ai fait des nouvelles versions de mes pages orientées sur Avignon. Il se trouve que c'est celles qui prennent le mieux. Donc, j'ai laissé ça tourner. Donc, je pense que ça doit faire entre 6 et 9 mois, je sais pas exactement. J'ai laissé tourner. Les résultats sont bien plus parlants que sur les autres pages. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais basculer ces contenus locaux sur mes URL principales. Donc, vous pouvez faire ce genre de choses-là et à part avoir de meilleurs résultats, vous risquez pas grand-chose. Donc, essayez de oser en fait. Ne vous inquiétez pas trop de ça. Vous perdrez moins de temps que moi j'en ai perdu. Donc, je vous ai mis un petit plan. Vous pouvez le suivre à tout moment en fait, de la vie de votre entreprise. Si vous êtes en train de faire votre site aujourd'hui ou si vous voulez le refondre dans quelques temps, essayez de vous donner cette hygiène-là, on va dire. C'est déjà, j'ai une offre ou un service que je veux rendre visible. Ça, c'est important, c'est la première décision, c'est l'objectif commercial. Parce que le SEO est au service de votre business. Donc, c'est ça, choisis mon offre. Ensuite, j'identifie quelle est la page de mon site qu'il faudrait utiliser pour valoriser cette offre. Parce qu'elle existe peut-être déjà, cette page. Et que du coup, je vais la refondre et pas créer une nouvelle URL. Évidemment, si vous n'avez rien qui colle, vous créez une nouvelle page. Ensuite, essayez d'explorer le langage de votre client. Moi, j'ai mis 5, explorer les formulations que le client il pourrait taper sur Google et que ça correspondrait en fait à ce que vous voulez lui vendre derrière. Vous les notez et vous les travaillez sur votre outil. Par exemple, vous allez voir les volumes de recherche, vous les tapez dans Google, vous regardez combien de résultats concurrents sortent pour estimer la difficulté SEO. Et vous en choisissez un qui va être votre mot-clé principal, sans pour autant abandonner les autres formulations. Elles peuvent très bien venir enrichir la sémantique de
de votre page. Elles donneront du contexte, donc vous pouvez les utiliser. Ensuite, vous vous occupez du squelette, le titre, les sous-titres, et vous déterminez le message principal que vous voulez véhiculer. Ce message-là, en fait, il est censé être résumé dans votre métadescription. Si vous posez ça, en fait, vous faites votre propre brief de contenu. Et vous allez du coup y revenir et dire « Attends, j'avais prévu de dire ça, est-ce que je le dis ? J'avais promis que les gens obtiendraient cette info, est-ce que ma promesse est bien remplie ?» Ça vous donne, c'est un garde-fou en fait. Et après, vous pouvez réfléchir au type de contenu. Selon ce que vous voulez mettre en avant, vous n'allez pas forcément produire... par exemple, vous avez une offre à vendre, oui, ok, vous allez peut-être faire une page de vente, mais comment on pourrait enrichir cette page de vente ? Est-ce qu'une vidéo, ça ne serait pas un peu sympa ? Par exemple, ça vaudrait peut-être le coup. Est-ce que c'est pertinent de mettre une foire aux questions ? Vous voyez, vous explorez les types de contenus pour savoir comment vous allez enrichir votre page, la rendre plus intéressante et multiplier les portes d'entrée possibles. Et c'est qu'après qu'on se met à la rédac et qu'on publie ces contenus. Et après, on recommence. Si j'ai une nouvelle offre, je recommence. Ou alors, j'ai mis une offre, mais quand vos pages transactionnelles sont calées, passez à du contenu informationnel. Quelle est l'information que j'aimerais bien diffuser ? Quelle est la douleur récurrente de ma cible qu'il faudrait que je puisse traiter ? Et du coup, vous faites votre article de blog dans ce sens. Bon, j'avais prévu de vous dire un peu des choses sur Pragma, mais vous connaissez tout par cœur, donc ça n'a absolument aucun intérêt. Je vous redis du coup que les entrées pendant pas mal de mois, là, elles vont se faire uniquement sur candidature. Du coup, parlez-en autour de vous. Là, j'ai eu la semaine dernière une personne très intéressée au téléphone. Je ne vais pas prendre beaucoup de gens, mais il y a quand même la possibilité de se faire accompagner. Et du coup, vous, en tant qu'élève, vous pouvez aussi être un petit peu ambassadrice de Pragma. Et du coup, si vous connaissez des gens, alors pas forcément des profs, mais des personnes qui ont un projet entrepreneurial et qui n'ont pas les fonds pour pouvoir financer et le site, et un rédacteur, et un stratège SEO, etc., que vous sentez que c'est quelqu'un qui a un profil assez autonome comme vous, qui va être capable de prendre un petit peu cette question-là à bras-le-corps, parlez-lui de Pragma, ils peuvent candidater, ils peuvent aussi me passer un petit coup de fil, prendre rendez-vous avec moi pour en discuter. En tout cas, à l'issue du formulaire, il y a toujours, je prends les coordonnées et moi je les contacte. Il y a un petit filtre quand même. Donc voilà, n'hésitez pas à en parler autour de vous pour soutenir Pragma. Et finalement, on n'aura pas été trop peu nombreuses. C'est sympa à vous d'être venus ce midi. J'espère que ça vous a un petit peu replacé des bases, éclairé. Que vous avez appris des choses peut-être aussi. Et puis si vous voulez, on peut poursuivre 5 minutes sur le chat avant de se quitter. En tout cas, merci pour votre écoute.